Donc, on a vu donc les motivations pour passer à l'industrie 4.0, mais n'a-t-elle pas des limites? Si c'était si simple, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas déjà partout? Donc, je vais de nouveau laisser Benjamin et Antoine parler un peu de ce qui freine l'usine du futur. Alors, un des premiers points et un des plus importants, c'est tout ce qui concerne la sécurité et surtout la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a énormément d'attaques informatiques et dans le monde de l'entreprise, la data, la donnée, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Et quand on voit, donc tout à l'heure, je disais que ça peut être un avantage d'avoir de la maintenance préventive, car un arrêt de production sur l'automobile coûte à peu près 150 000 euros de l'heure. Et là, si on se fait hacker et qu'ils arrivent à arrêter les machines, c'est aussi 150 000 euros de l'heure en vrai. Donc, c'est quelque chose qui fait très peur aux entreprises de savoir comment se protéger informatiquement des diverses attaques et de comment ne pas se faire voler leurs données, surtout dans tous les domaines qui sont confidentiels. Je vais même mettre encore un deuxième bémol sur cette sécurité-là, hein. Les grands groupes sont relativement investis dans la partie sécurité de leur réseau, des machines qui sont en réseau, etc. Parce que l'un des points positifs, c'est la maintenance à distance d'un fournisseur qui peut être dans un autre pays sur une installation qui est sur site. La surprotection peut parfois rendre impossible la connexion du fournisseur à la propre machine qui vous a livré il y a un an. C'est des cas qui nous sont même déjà arrivés, hein, où ça a nécessité le déplacement du fournisseur parce que le VPN chez Flair, par exemple, ne permettait pas la connexion d'un extérieur sur la machine dédiée. Donc, ça peut aussi être un frein, la nécessité de sécurité, et en plus, ça peut conduire à d'autres problèmes. Tout à fait. On a aussi un grand questionnement sur le réel impact environnemental de ces technologies, parce qu'effectivement, on va pouvoir diminuer les coûts, par exemple, d'électricité et d'eau en production, mais tout ce système-là, c'est énormément de consommation de données, donc c'est des serveurs à refroidir, énormément d'ordinateurs, et donc aussi énormément de consommation d'énergie. Donc, il y a quand même une vraie question sur l'impact environnemental réel de cette industrie 4.0. Il y a évidemment une question humaine, puisque c'est une évolution des métiers. On va avoir la nécessité de disposer d'un personnel spécialisé pour l'analyse et la mise en place de ces processus automatisés, mais aussi une évolution des métiers en production. C'est-à-dire qu'il y aura moins, à court terme et à moyen terme, moins de métiers qui nécessitent peu de compétences et donc un chômage à court terme qui risque d'augmenter. Certaines études parlent de 54% des employés en production qui devraient soit faire évoluer leurs compétences, soit changer de métier. Alors sur le long terme, ils évaluent, donc ce n'est pas prouvé parce que c'est quelque chose qui risque d'arriver, que finalement ça créerait plus d'emplois que ça en détruirait, mais vraiment sur du long terme. Donc c'est quand même une question qui questionne les entreprises. Euh, on a donc J'allais juste réagir là-dessus. Le risque également à court terme, hein, devant l'évolution de ses besoins en compétences, quand une entreprise met en place une nouvelle technologie, un nouveau mode de suivi, une nouvelle connectique. En fait, ces nouvelles compétences qui sont pointues et parfois rares, voire inexistantes dans les entreprises, elles induisent des dépendances par rapport à la personne qui a cette compétence-là, qui, par exemple, demande 6 mois, un an et demi de formation. Ben, il y a une certaine dépendance qui est faite, et toute dépendance, on le sait, hein, dans l'industrie, est un risque. Dépendance à un fournisseur, mais dépendance à une compétence aussi. Donc, l'évolution sur le court terme, donc la rapidité de l'évolution, c'est aussi un risque et également un frein. ouais. Alors, on a un point qui est aussi peut-être qui est moins évident, c'est la disparité géographique. Parce qu'en fait, pour pouvoir passer à de l'usine 4.0, il faut pouvoir équiper ces machines de technologies modernes. Et en France, par exemple, l'âge moyen d'un parc machine, il est de 10 ans inférieur à celui, supérieur pardon, à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a des machines qui ont… Benjamin, tu me corriges, je crois que c'est 30 ans de moyenne, c'est ça d'âge? Alors, la 20 ans? moyenne, je ne dirais pas, je ne suis pas Non, capable non, de donner la moyenne. je peux préciser, hein, on est à peu près à 17 ans en France et 7-8 ans en Allemagne. Donc là, c'est juste pour un exemple de deux pays.
Mais donc, on peut avoir des grandes disparités qui facilitent plus ou moins cette transition vers l'usine 4.0. Ensuite, on a donc, pour continuer là-dessus, une constante évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains logiciels, certaines technologies qui vont être utilisées. Demain, ce sera de nouvelles technologies, donc de nouvelles compétences à développer. Et là, on aborde aussi un point qui est très important, c'est le coût de cette technologie. Alors, même si sur le long terme, a priori, ça permet d'économiser de l'argent, sur le court terme, c'est un investissement qui est extrêmement important. C'est des technologies qui coûtent très cher à mettre en place et souvent qui sont liées avec des licences. Donc, c'est-à-dire que c'est non seulement un investissement à un instant T, mais c'est aussi un investissement qui va être annuel et qui peut très vite chiffrer. Et donc, ça peut souvent créer des freins et certaines entreprises vont ne pas réaliser certains projets à cause des coûts que cela engendre. Benjamin? Ah, ouais, je veux juste réagir sur les deux derniers points que tu as donnés, hein, l'évolution de la technologie et le coût. Alors, et la disparité géographique, pardon. Ben, le fait d'avoir dans un parc machine en France, par exemple, on parle de moyenne de 17 ans, mais ça veut dire qu'on a des machines qui ont 40 ans et il y a des machines qui ont moins d'un an. Donc, cette disparité d'âge et de génération aussi, au vu de l'accélération des évolutions des technologies, fait que à un instant donné, le déploiement des solutions 4.0 qui sont envisagées, il y a de un, ce que tu as dit, l'aspect financier, l'aspect du coût, mais aussi l'aspect de la possibilité. Avec un parc vieillissant, on va pouvoir exploiter des nouvelles possibilités sur les machines récentes, mais les machines plus anciennes ne seront pas soit pas adaptées, soit pas adaptables ou avec un coût trop important. Donc la partie, là, le gros frein qu'il y a là-dedans, c'est que le déploiement à 100%, à moins du remplacement total du parc, mais à court terme, ce n'est pas quelque chose qui va être intuitif et automatique. Voilà. Tu avais des projets, non, il me semble, à citer qui avaient été arrêtés justement à cause de coûts, ou tu veux Alors, préciser? oui, on a eu un projet qui a été arrêté en termes de coûts, mais également de problèmes de locaux. Je parlais des contraintes d'âge du parc machine. Dans les pays vieux, comme l'Europe de l'Ouest, en fait, on n'a pas une surface extensible, on ne peut pas créer des bâtiments à gogo. Et en fait, on a un projet, on avait envisagé un projet AGV à Haguenau. Donc les AGV, c'est du transport automatique de charge, un peu comme ce que vous voyez chez Amazon ou dans les grandes entreprises logistiques. Et donc en fait, on avait envisagé dans une zone de production de passer sur un transport d'interopération à l'aide de ces technologies-là. Et en fait, dans la zone envisagée, les machines étaient trop rapprochées, c'était des machines sensibles qu'on ne pouvait pas déplacer. Et le ratio gain-coût n'était pas également quelque chose de très, très attractif. Donc, c'est un projet qui a par exemple été abandonné sur le site de Haguenau. Voilà. Et enfin, on a un dernier point. Alors en fait, parce que c'est assez beau d'automatiser un maximum, etc. Mais en fait, il y a aussi la crainte de la surautomatisation. Et ça, on a déjà eu le cas. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de Tesla, qui est assez en avance sur l'industrie 4.0, sur l'automatisation de sa ligne de production. Et en fait, ils ont tenté de faire une usine entièrement automatisée, sans aucun opérateur, sans personnel. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était moins productive qu'une usine avec du personnel humain aussi dedans. Et donc, ils ont été obligés de revenir sur cette décision et d'embaucher des employés pour travailler sur cette chaîne de production. Donc, automatiser, c'est bien, mais il faut le faire de manière raisonnée pour que ce soit vraiment efficace. Donc, voilà un petit peu ce qui freine ou ce qui inquiète vers l'industrie 4.0. Donc, on a la cybersécurité, l'impact sur l'environnement, les coûts et le côté humain, formation, etc. Principal. À toi, Steven. Voilà. D'accord, bien, merci beaucoup Antoine et Benjamin. On va du coup repartir sur un sujet qui nous concerne de près, les alumni, qui est de savoir et la formation d'ingénieurs
que fait-elle vis-à-vis de ces enjeux d'usine du futur qui ont donc à la fois des avantages qui poussent à leur mise en œuvre dans l'industrie, mais un certain nombre d'obstacles à surmonter. Donc, pour répondre à cette question, j'ai pu m'entretenir avec Tejani Mesbahi, le responsable usine du futur à l'INSA, car oui, l'INSA Strasbourg, désolé, je pense qu'il y a un certain nombre de Lyonnais qui nous écoutent ce soir. Hein. Merci au groupement régional INSA Alsace pour avoir fait la publicité pour notre événement. Donc les Lyonnais, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est à l'INSA Lyon, mais à l'INSA Strasbourg, maintenant, il y a un responsable usine du futur qui travaille essentiellement avec les génies électriques. En génie électrique, ils ont créé en dernière année un parcours GE5 usine du futur, en plus des GE5 énergie et GE5 système, qui est basé essentiellement sur les labos, sur les jumeaux numériques, et qui a notamment réussi à se faire financer son laboratoire par le géant allemand Siemens. Néanmoins, il y a aussi des interventions sur les jumeaux numériques ou la gestion des flux en département méca. À l'avenir, l'INSA Strasbourg souhaite rejoindre un cluster d'écoles lorraines et alsaciennes sur l'usine du futur. Et il y aurait a priori donc de plus en plus de cours et de conférences entreprises sur le sujet. Par exemple, en génie électrique, je lui ai demandé ce qu'il y avait en matière de maintenance prédictive, puisque ça, c'est un sujet chez nous, ce qui est décharge partielle, tangente delta, SFRA, et ce genre de choses. Et il m'a dit qu'il n'y avait rien pour l'heure en génie électrique sur le sujet, et que ce serait probablement un thème à rajouter au programme. La question qui s'est posée aussi quand j'ai discuté avec lui, c'était le marché du travail. Donc en Allemagne, le pays fondateur de l'usine du futur, et en Suisse, il y a beaucoup de débouchés dans le domaine. Il y en a aussi en Chine, mais la France est un peu plus lente à démarrer. On a vu, ça peut s'expliquer par diverses raisons, notamment l'âge de notre parc machine qui est plus élevé. Néanmoins, il y a quand même une demande réelle d'un certain nombre d'entreprises françaises et l'INSA arrive à trouver un certain nombre de PRT, de projets de recherche technologique pour les 5e années. Il va pu y avoir chez Lilly France, dans l'industrie pharmaceutique, pour la SNCF, pour l'usine Suchard, devenue Carambar & Co à Strasbourg, à l'usine de Trench sur les traversées de transfo haute tension pour gagner du temps de séchage, sur les panneaux solaires à Ecofab à Colmar, chez Hager dans la maintenance prédictive, ou encore donc une étudiante est actuellement en FIP, en formation alternance chez les cuisines Schmitt à Célestat. Et puis on peut quand même mentionner le premier prix d'innovation pour Anthony Coindevel l'année dernière, le premier prix d'innovation d'Actemium pour son PFE qu'il a réalisé à Bâle. Donc on a aussi discuté avec lui du coup sur le contenu de ces stages de fin d'études, car je n'ai pas cité, mais il y a un certain nombre de stages de fin d'études qui étaient sur le thème de l'usine du futur, ou du moins qui prétendaient l'être. Et ça va me mener directement à l'attente des entreprises envers les jeunes ingénieurs. Est-ce que certaines n'attendraient pas des miracles de leur part ? Donc, on a pu notamment discuter d'une offre de stage de fin d'études qui est un petit peu emblématique, où l'entreprise demandait à ce que le stagiaire participe à la mise à jour de contrats de maintenance dans le cadre de l'usine du futur et de la maintenance prédictive. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce stage ? Eh bien, là, on lit bien dans l'intitulé que c'est l'évolution du plan de maintenance à partir
des données issues de la maintenance prédictive et la création d'indicateurs à partir de ces mêmes données. Sauf que les données en question n'existaient pas. Il n'y avait aucun capteur, aucun appareil de mesure autre qu'une caméra thermique. Il n'y avait aucun budget autre que le salaire, entre guillemets, du stagiaire. L'industriel souhaitait éventuellement investir, mais seulement s'il pouvait répercuter les coûts de maintenance prédictive sur le client. Or, le client, lui, n'en avait pas grand-chose à faire. Lui, il souhaitait juste... lui, la manière ne l'intéressait pas particulièrement. Il n'avait pas de demande spéciale en termes d'industrie 4.0. Et le stagiaire n'avait bien entendu aucun encadrant qui n'aurait eu ne serait-ce que des connaissances de base sur la maintenance prédictive. Du coup, à l'arrivée, la stagiaire a passé la totalité du stage sur les 3 derniers points de l'offre qui sont en fait de la maintenance tout à fait classique. Alors que c'est l'offre maintenance prédictive qui était mise en avant dans l'offre et qui était le sujet initial du PFE. Donc, ça fait au final une étudiante qui se retrouve en difficulté potentiellement face à l'école pour entre guillemets, non-respect du sujet du stage. Et une entreprise qui profitait pour faire sa com et attirer des jeunes talents. J'avais beaucoup de messages dans le chat. Non, on n'essaye pas de m'écrire. Si, non. Je lis juste les questions du chat, là. Thomas Lafont. Donc, Thomas Lafont, je l'ai contacté aussi, hein, mais ce n'est pas lui qui s'occupe spécifiquement de l'usine du futur. C'est plutôt, lui m'a redirigé vers M. Mesbaï. Mais donc, tout ça pour dire que ce genre d'offre de stage, ça c'est un exemple, mais elle est loin d'être isolée. Hein. En demandant un peu autour de moi, je sais que c'est quelque chose d'assez fréquent de vouloir apporter l'usine du futur avec juste un PFE, pas de budget, pas d'encadrant, ni rien. Donc, ce genre de choses, s'il y en a dans leur entreprise qui font ce genre de choses, merci d'éviter, ça ne mène pas à grand-chose de toute manière à l'arrivée. Et je vais passer la parole à Gilles, du coup, sur ce qui serait donc des attentes raisonnables de la part des jeunes ingénieurs dans les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'industrie 4.0. Oui, alors merci Steven. Bon, j'ai pas la prétention d'avoir la solution. C'est plutôt une manière d'ouvrir un petit peu le débat pour la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, et comme on l'a vu au cours de cette présentation, l'ingénieur de demain, c'est lui qui devra imaginer et concevoir finalement la transformation des entreprises. Et il faudra y intégrer les éléments qu'on a vus, l'intelligence artificielle, la fabrication additive, les robots, l'Internet des objets. On a parlé des jumeaux numériques, la cybersécurité. Hein, et là, je cite que les plus populaires. Finalement, tout cela, ce sont les nouveaux outils auxquels nos jeunes ingénieurs doivent être préparés par notre école. Et on peut voir, si tu peux passer la slide suivante, que pour avoir un petit peu fuiné sur les recherches d'emploi, non pas que je sois à mon âge en recherche d'emploi pour de l'industrie 4.0, mais juste pour illustrer un peu le sujet, on voit pas mal d'offres. La majorité sont des offres qui sont vraiment orientées IT, informatique, hein, mais bon, pas uniquement. Je pense qu'il faut se poser la question sur le slide suivant de qu'est-ce qu'on attend de l'homme derrière tout ça, parce que finalement, on devra développer continuellement les compétences pour répondre à l'avenir. Et c'est un des plus grands défis de l'industrie moderne.
On l'avait il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans quand j'étais à l'ENSAIS. Mais il faut y associer les dimensions humaines. On l'a vu dans les exemples de Benjamin aussi. Les dimensions humaines et puis bien sûr la partie économique et environnementale. Alors, je dirais que si tu pouvais me passer le slide suivant. En conclusion, les outils de l'ingénieur de demain, ils vont changer, c'est sûr. Ils ont toujours changé. Mais je pense qu'il faudra sans aucun doute il aura les mêmes missions que celles d'hier et que celles d'aujourd'hui. Le but, ça va être de développer l'homme dans cette industrie. Ce sera le vrai but du 4.0. Pour ma part, c'est peut-être une manière d'ouvrir un peu le débat. Je sais que Steven, tu as aussi un peu une conclusion philosophique là-dessus. On va peut-être y passer. Alors d'abord, je vais passer la main à Antoine, euh, qui lui va nous donner un peu Exact. son... Tout à fait, oui. Alors, je lui donne le contrôle à distance. Mais j'ai pas de slide, donc c'est plus. Moi, c'est plus un témoignage du coup de l'autre côté, donc plutôt. Donc moi, je suis sorti en 2019 de l'école, donc il y a un an, seulement un an. Plus de l'autre côté de qu'est-ce qu'on attend de nous, les jeunes ingénieurs qui arrivons sur le marché du travail. Donc moi, aujourd'hui, dans mon métier, on essaye, dans mon usine, pardon, de tendre vers du 4.0. Souvent, ce qu'on va nous demander, donc pour les ingénieurs plutôt orientés plasturgie, mécanique, plutôt orientés production, c'est pas de savoir développer de l'usine 4.0. C'est clairement un travail d'informaticien. C'est hyper compliqué. C'est des très gros projets qui sont très longs et on ne nous demande pas ça. Par contre, on nous demande de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un jumeau numérique, comment ça fonctionne l'IoT, qu'est-ce que c'est un data model, comment on les connecte. Enfin, en fait, de vraiment comprendre, de juste comprendre et savoir grosso modo comment ça fonctionne et surtout d'être capable de l'exploiter. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être assez, on va dire, moderne sur les outils et de se souvenir un peu de ce qu'on a fait quand même en cours d'informatique pour pouvoir suivre et comprendre les informaticiens quand ils nous parlent. Parce que souvent, c'est eux qui vont venir nous voir pour identifier les besoins. Donc là, c'est plutôt nous qui allons dire, bah voilà, en production, j'ai besoin de suivre, par exemple, pour l'injection, mon temps de cycle, etc., plein de données. Eux, ils vont créer les modèles, ils vont travailler derrière sur une partie un petit peu obscure en général pour nous, mais il faut qu'on soit capable de comprendre dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est pas nous qui développons l'industrie 4.0. C'est plus savoir l'exploiter qui est vraiment important. Voilà, Steven. Ouais, alors je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué au mauvais endroit. Vous avez perdu l'écran, je pense. Vous n'avez plus la présentation là. Oui, c'est juste. Ouais, ouais. J'essaye de la remettre, mais ça bug. J'ai beaucoup de bugs d'affichage. Est-ce que là, Ouais, c'est bon. c'est revenu? C'est revenu? Oui, Voilà. c'est bon. Donc, oui, alors, pour conclure un petit peu, il y avait une problématique de départ, hein, un titre un petit peu volontairement provocateur. Est-ce que l'industrie 4.0, c'est un coup de com' ou une véritable révolution? En fait, donc moi, à titre personnel, je n'aime pas trop le terme d'industrie 4.0 et je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement aux trois autres révolutions industrielles dont la dénomination a été donnée a posteriori, les termes industrie 4.0 ou quatrième révolution industrielle sont apparus avant que la dite révolution ait commencé. D'ailleurs, on dit bien usine du futur, c'est donc qu'elle est dans le futur, elle n'est pas encore là. Et le terme est apparu pratiquement en même temps que le terme troisième révolution industrielle. Et même outre-Rhin, d'où vient l'expression industrie 4.0, il y a beaucoup d'auteurs et d'académiciens allemands qui critiquent le terme, qui trouvent qu'il est prétentieux, car par le passé, on s'est imaginé beaucoup de choses sur le futur qui, au final, ne se sont pas produites, alors que ce sont d'autres qui, elles, se sont réalisées. Et une révolution, elle est un peu par définition surprenante.
et on n'a pas encore constaté de réelle discontinuité technologique. C'est-à-dire, on parle de révolution quand vraiment, en fait, il y a un nouveau support qui apparaît. La première, c'était la machine à vapeur et qui a permis l'emploi massif du charbon, qui a créé aussi la discipline de la thermodynamique qui n'existait pas avant. La seconde révolution, c'est parti de la découverte de la dynamo qui a ensuite permis l'utilisation massive de l'électricité. Donc, on a créé une matière liée à l'électrotechnique, l'électronique. La troisième révolution, elle, on a créé le semi-conducteur et ensuite les portes logiques, l'informatique, etc. Et on a commencé un processus de digitalisation à partir de ces petits semi-conducteurs et de l'informatique et la microélectronique. La dite quatrième révolution, en fait, elle s'appuie toujours sur le semi-conducteur et l'informatique. On est complètement dans la poursuite du processus de digitalisation. Donc, début 1900, il y a quelqu'un qui est en train de tousser là. Peut-il couper son micro? C'est bon, je l'ai muté. Donc, oui, début 1900, par exemple, on a créé beaucoup de choses. On a inventé le tramway, la voiture, l'avion, la vidéo, la radio, le téléphone. Et personne à l'époque, ni maintenant, ne catalogue 1900 comme le début d'une révolution industrielle, ni les deux guerres mondiales, qui furent des périodes d'innovation aussi très, très impressionnantes. Parce que ces progrès technologiques étaient dans la poursuite de ce qui avait démarré 40 ans avant grâce à l'électricité, au pétrole, etc. Les deux premières révolutions ont duré un siècle chacune. Donc si on considère que l'histoire se répète, on pourrait s'imaginer être au milieu de la troisième révolution. Et c'est pour ça qu'il y a des universitaires ou des scientifiques, des sociologues allemands qui parlent de deuxième phase de la digitalisation, deuxième phase de la troisième révolution industrielle et pas industrie 4.0. Alors attention, le but, c'est pas du tout de nier l'existence d'une révolution industrielle, ni de minimiser l'ampleur des inventions, hein, puisque, comme je disais avant, par exemple, avec 1900, il y avait des inventions qui étaient absolument monstrueuses à l'époque. Mais ce n'était pas un point de départ de révolution industrielle. C'était le déroulement de la révolution. Et le terme industrie 4.0, on voit bien par son histoire que c'est un terme marketing créé par le gouvernement allemand pour faire profiter les nombreuses entreprises spécialistes du domaine, notamment Siemens, qui a d'ailleurs financé le laboratoire de jumeaux numériques de l'INSA Strasbourg. Et on retrouve essentiellement donc des marchands de solutions 4.0, s'y trouver donc leurs concurrents à l'étranger, ABB, Schneider Electric, etc., utiliser ce terme. Et il est rarement désintéressé d'un point de vue communication. Et comme la surenchère continue sans cesse, moi récemment j'ai vu passer un titre de webinaire parlant d'industrie 5.0. Car pourquoi s'en priver, hein, si on peut faire de la communication là-dessus? Et comme on l'a vu avec les offres d'emploi de Gilles, le marché de l'emploi industrie 4.0 vise essentiellement des profils IT. Et ce n'est pas surprenant si on considère que l'usine du futur, ça fait partie intégrante de la révolution digitale, de la troisième révolution industrielle, qui est depuis le début portée par les informaticiens. Donc au niveau des spécialités de l'INSA Strasbourg, il y aura a priori assez peu de demandes spécifiques Industrie 4.0, c'est-à-dire 100% des profils qui seraient à temps plein sur l'Industrie 4.0, mais on attendra plutôt, comme l'a expliqué Antoine, une capacité à appréhender ces thèmes pour que justement on trouve des débouchés, des applications concrètes aux technologies numériques. Mais les gens sortant de l'INSA Strasbourg, à moins
Il y a toujours moyen, bien entendu, de bifurquer vers une autre spécialité, mais s'ils restent dans leur spécialité de formation, a priori, ne seront pas des gens à temps plein à développer des outils industrie 4.0. On pourrait par contre penser à une quatrième révolution industrielle dans X années si on a vraiment une technologie qui est foncièrement nouvelle, comme un ordinateur quantique qui décuplerait nos puissances de calcul, ou si on atteignait la singularité technologique de l'IA, dont les philosophes parlent beaucoup, le moment où l'intelligence de l'ordinateur dépasse l'intelligence humaine et l'ordinateur est capable de faire les découvertes à notre place. Ou bien si on maîtrise la fusion nucléaire et qu'on se retrouve à posséder une énergie infinie. Dans ces cas-là, ça peut réellement être le coup d'envoi d'une quatrième révolution, mais en tout cas, à titre personnel, j'ai du mal à considérer que là, on est au début de la quatrième. J'ai l'impression qu'on est bien dans la troisième et elle se poursuit. Et donc,